Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien bonjour, bonsoir toutes et tous, on se retrouve pour ce débrief de la 5e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait au Louis II le Havre et Monaco qui s'est imposé 3-1. Avec moi pour débriefer cette rencontre, je serai avec Quentin. Salut Quentin. Salut. Bon, comme je le disais, Monaco devait remporter ce match pour revenir à hauteur du Paris Saint-Germain qui avait perdu ses premiers points hier soir face à Reims. Monaco est donc co-leader. Monaco sera, quoi qu'il arrive, co-leader ce soir, même si Marseille l'emporte, il y aura une égalité à 3 et bon, dans ce cas de figure, Monaco sera 3e, mais égalité de points avec 13 points. T'étais du débrief ou pas, toi, face à Barcelone? Je me rappelle plus. Yes, j'y étais. J'y fus. Ouais. T'y fus. Donc ouais, en plus, c'est vrai qu'il y avait eu quand même cet événement dans la semaine et cette très bonne performance des Rouges et Blancs face à Barcelone. On allait voir si l'équipe aurait de nouveau la tête à cette rencontre. On va pouvoir en parler, mais moi j'ai pas mal de choses à dire en tout cas sur la composition essentiellement. Donc on va pouvoir y aller tout de suite, Quentin. Les tops. Les j'aime. Pas les tops et les flops, mais les j'aime pas, voilà. C'est un peu nos top flops à nous, quoi. Mais ouais, c'est un peu l'équivalent, mais en l'occurrence, ouais, j'aime pas donc de cette rencontre face au Havre. Moi mon j'aime, alors ça va être vraiment des deux inverses, quoi, qui au niveau des j'aime et j'aime pas, c'est vraiment mon j'aime c'est la seconde période en gros et mon j'aime pas ce sera la première. Mais pour aller plus loin, on va dire que déjà les entrants ont fait beaucoup de bien. La seconde période a été relativement maîtrisée, elle a été gagnée malgré ce but hors jeu là qu'on a eu. On a eu chaud, on va dire, mais surtout un but de notre cher Folarin Balogun en plus qui est venu mettre un terme à cette mauvaise série là des numéros 9 qui ne marquent pas, qui vient valider mon pari, mais bon, je préfère ça qu'il marque, en tout cas c'est sûr, et qu'on gagne ce match. Et j'aime pas, comme j'ai dit, la première mi-temps, un match quand même avec de nombreuses facettes décevantes, comme la titularisation de certains joueurs, notamment Magassa, des Golovin aussi qui n'ont pas montré un visage vraiment très réjouissant. Le manque de solidité défensive aussi, car on prend le premier but dans le jeu, même si c'était un coup franc avant, on prend quand même ce premier but dans le jeu qu'on ne doit pas prendre. Et surtout, cette première mi-temps, elle est pas bonne, quoi. Dans l'ensemble, on a du mal à avoir le ballon contre une équipe havraise qui est quand même assez courageuse, mais qui ne devrait pas nous poser de soucis, même si historiquement, l'année dernière, elle nous en avait posé. Là, je pense qu'on devait au moins gagner cette première mi-temps et on n'a pas su le faire. Et c'est un peu aussi à cause de ce 11, et je pense que tu vas en parler aussi. Ouais, pareil, mon j'aime, c'est forcément cette victoire, 3-1, voilà, l'essentiel est fait, comme je l'ai dit, on revient à hauteur du PSG et on sera au pire à hauteur de l'OM, mais il n'y a pas grand-chose à garder de cette rencontre, clairement, l'apport des titulaires habituels a été énorme, et donc mon j'aime pas, c'est donc sur la compo. Alors j'avais déjà prévu de toute façon de faire un petit j'aime pas sur plein de compos que j'avais pu voir sur les différents réseaux, mais essentiellement sur Twitter. Je voyais des 7, 8, 9 changements par rapport à l'équipe qui venait de battre Barcelone. Alors, faire tourner un peu, oui, mais moi, très honnêtement, je voulais 3 changements. Allez, je pouvais pousser pour un 4e s'il y avait l'idée de jouer avec 2 attaquants, chose qui a été le cas. Mais pour moi, 6 changements, c'était beaucoup trop. Encore une fois, tu touches quasiment à toute ta défense, en tout cas à ton assise défensive, puisque tu fais 6 changements, mais en plus tu changes de place Singo. Tu enlèves Zakaria qui est monumental depuis le début d'année. Tu mets aucun des 2 petits jeunes qui apportent énormément offensivement. Donc oui, 3-4 changements, pourquoi pas, mais 6 c'était trop, et on l'a vu. Et on l'a vu parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Il faut quand même un minimum d'entente entre les joueurs, d'habitude, et donc faire tourner, oui, mais
aussi largement, on a failli le payer très cher parce que ce but refusé en tout début de seconde mi-temps, il est quand même assez miraculeux. Et si Monaco avait été mené 2-1, je sais pas du tout quelle tête aurait eu le match et Monaco aurait eu certainement beaucoup de regrets parce que ce match, on devait le gagner facilement, on aurait dû se mettre à l'abri si on avait fait jouer la grosse équipe presque dès le début de match et ensuite, pourquoi pas, faire rentrer du monde. Chose qu'il a fait sur la fin en faisant jouer un Matarazzo, en faisant jouer un Crépin Diatta. Là, pour le coup, c'est bien de les faire rentrer quand il reste 10-15 minutes, voire moins même pour Matarazzo, mais que l'équipe mène quand même 3-1. Commencer avec une équipe aussi remaniée, c'était extrêmement risqué. Et il n'y a pas de secret, Monaco a été mauvais pendant 45 minutes. Et Monaco aurait même pu être mené 2-1. Donc voilà, faire tourner c'est bien, mais pas autant, pas dans les grandes largeurs comme ça, surtout quand on sait que on ne joue pas en plus cette semaine, donc on n'a pas d'échéance. Le prochain match est face à Montpellier, qui met a priori pas à pied devant l'autre, vu qu'ils sont encore menés là actuellement face à Auxerre à domicile. Donc j'espère que face à Montpellier, on sera encore sur l'équipe type avec, pourquoi pas, un ou deux joueurs moins dans le 11 type. Mais j'ai plus envie de voir ça. Voilà. Autant de changements aussitôt dans la saison, c'est trop risqué. Et surtout, on n'a pas assez de certitude pour se le permettre. Voilà, justement, cette compo, Quentin. Alors, on savait qu'il n'y avait pas Vanderson, qui avait clairement fini sur les rotules jeudi soir. On savait qu'il n'y avait pas non plus Ouattara. Retour de Crépin dans le groupe. Ouais, bon, retour de Crépin, et d'ailleurs qui avait joué ses premières minutes, tu l'as bien dit. Et un Matarazzo aussi, alors je sais pas, il était peut-être pas dans le groupe récemment aussi. Mais il a été remis depuis Barcelone et il a joué ses premières minutes depuis peut-être un an, hein, je sais pas, je saurais pas dire combien de minutes il avait joué l'année dernière, mais c'était pas beaucoup. Mais niveau compo, on a effectivement un gros, tu l'as dit, de gros changements quand même, notamment au milieu de terrain où on avait du coup du Magassa à la place de Zakaria, et parce que Camara était là. Et après, au niveau des offensifs, on se passe d'Akliouche et de Ben Seguir qui nous ont fait des étincelles cette semaine. Et donc à la place, on met Golovin et Minamino du coup sur un côté, avec deux pointes à la place de la seule pointe d'Ambolo. Là, on a les deux entrants de jeudi, donc Balogun et Inikena. Et en défense, on a aussi Singo qui revient dans l'axe. C'est une première depuis sa titularisation avec Mawissa. Donc le fameux match contre Lens. Et du coup, voilà, on a quand même gardé, au moins on a gardé Kerrer dans l'axe à ce niveau-là. Ça pouvait être prévu de faire jouer d'autres joueurs, mais j'avoue que au moins avoir un Kerrer qui reste stable et qui reste d'ailleurs notre capitaine, notre vice-capitaine, parce qu'il entre capitaine du coup. Ouais. Voilà, ça a du sens. Et puis Caillot, forcément, qui vient prendre limite, j'ai envie de dire, son poste de latéral gauche, et le seul poste du coup qu'il devait avoir, vu que Ouattara était pas là, pardon, et donc Vanderson, notre fameux latéral gauche d'un soir, n'était pas là non plus. Oui, et donc Thésée à droite. Vanderson latéral gauche, il s'en est plutôt bien sorti, mais j'espère que c'est quand même pas le but à long terme de l'installer à ce poste. Tu parlais de Kerrer, qui bougeait pas, oui et non, hein, parce que le fait d'être avec Singo, ça le fait quand même un petit peu bouger dans la défense. Moi pour le coup, je serais vraiment resté sur Salissou, Kerrer, et j'aurais continué avec Singo à droite. Pardon, et tant pis pour Jordan Thésée, hein, qui aura des minutes plus tard, mais pour l'instant, il avait joué une mi-temps face à Lens, ça avait été catastrophique. Mais on reviendra sur sa prestation du jour, mais ça n'a pas non plus été extraordinaire. Moi, je trouve surtout qu'il brille par son absence, mais il a eu le mérite de marquer un but, de faire un beau tapin. Il a eu le mérite d'être là, mais sinon, je trouve que c'est quand même assez insuffisant, et en tout cas c'est loin de ce que nous propose Singo et même Vanderson depuis le début de saison. Donc voilà, il y a beaucoup de travail pour Jordan Thésée, je pense. Le match maintenant, cette première mi-temps, donc Quentin, on en a parlé, qui débute, ma foi, pas trop mal, puisque Monaco va vite ouvrir le score. Malgré tout, Monaco se fait peur, hein. Dès la 5e minute, il y a une vraie bonne situation pour le Havre.
Et c'est Kerrer qui vient sauver d'un très beau tacle glissé. On s'est un peu fait peur sur cette situation-là, mais ensuite Monaco va prendre plutôt le jeu à son compte pendant quelques minutes. Et donc l'ouverture du score par Jordan Taizé, Quentin, on peut surtout parler d'un beau travail et d'un Minamino combatif pour sauver la sortie de but. Ouais, puis avec forcément quand des ballons traînent comme ça dans la surface, on a souvent espoir, en tout cas que ça arrive dans les pieds d'un Monégasque. Là pour le coup, c'était une frappe passe de Balogun qui revient bien sur Minamino et qui effectivement se bat bien et va chercher cette balle où d'autres n'auraient pas été jusqu'au bout, je pense. Donc il va vraiment chercher cette balle avant qu'elle sorte pour la recentrer. Et Taizé qui au moins avait le mérite d'être là. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup été offensif et il n'est pas beaucoup monté dans le match, mais là il était présent pour mettre cette balle au fond parce qu'il fallait la mettre. Et heureusement qu'il était là, et du coup beau travail de Minamino qui vient effectivement nous permettre de nous rendre le match plus facile. En tout cas c'est ce qu'on pense à cette 10e minute, puisque effectivement le Havre est assez apathique, avec un schéma quand même en 5-4-1 assez défensif, mais qui globalement était quand même assez bon au niveau pressing. On sentait qu'on avait certaines difficultés à relancer, à mettre aussi le pied sur le ballon. Quand on est en défense, on s'attend pas forcément à ce que des joueurs viennent nous presser avec ce schéma. Et en fait, c'était un peu l'inverse. Et c'est là d'où vient ces situations où Kerrer ou Singo sont obligés un peu de mettre leur vitesse et leur capacité à tacler, à défendre à contribution. Et on le voit aussi un peu plus tard, certaines actions où alors je sais pas si c'est Singo du coup, je sais pas, j'ai pas, parce que après ils ont parlé de plusieurs joueurs, mais d'une situation où il y avait un très très bon ballon là en profondeur pour un Havre sur le côté gauche, et qui va malheureusement ne pas trouver preneur avec son centre, mais nos défenseurs qui étaient battus. Mais c'est vrai qu'on est plus acculé que contre le Barça. Là, on sentait déjà qu'il y avait pas mal de situations pour eux. Ouais, il te manque ce taulier au milieu de terrain. Il te manque aussi un Camara on en parlait un petit peu là avant l'émission, mais on saura vraiment trop jamais ce qui s'est passé la semaine dernière, pourquoi il est sorti, réellement ce qui lui est arrivé, mais c'est quand même suspect d'un joueur qui avait été si intéressant pendant 3 matchs, et qui là nous sort 2 mi-temps quand même bien en dessous de ce qu'il avait montré. À chaque fois il est sorti à la mi-temps, il semble avoir été réellement touché, et du coup c'était peut-être pas une très bonne idée de le faire jouer, parce que je peux pas croire qu'il n'y ait pas un lien en fait avec ce qui lui est arrivé la semaine dernière et ce coup à la gorge, et bizarrement ces 2 prestations là insuffisantes. Alors après, ce qui est bien, c'est que Hutter n'hésite pas et à chaque fois elle le sort, mais c'est vrai que c'est surprenant en tout cas. Il est peut-être victime aussi du schéma de jeu, le truc c'est qu'à chaque fois il sort alors qu'on est à 1-1 et qu'on fonctionne pas très bien, qu'il nous faut un réveil. Est-ce qu'il est sorti si on gagne déjà 2-0? Je sais pas. Faut voir aussi ce qu'il faut se dire. À mon avis, il est pas mauvais non plus. C'est pas quelque chose il est un peu victime du schéma de l'équipe. Et je pense que là où on va le voir plus tard, c'est quand il va jouer effectivement des matchs entiers, etc. On verra bien, on pourra le juger plus, on va dire. Mais c'est vrai que sur une mi-temps, c'est pas facile. Mais on peut pas s'empêcher de se dire effectivement que vu qu'il est pas catastrophique, c'est bizarre qu'il soit sorti à chaque fois, quoi. Non, il n'est pas catastrophique, mais il y a quand même pas mal de déchets, de pertes de balles, je le vois moins dans le jeu, moins intéressant tout simplement. Même là, les coups de pied arrêtés, il y a eu moins de choses intéressantes. Donc voilà, on y reviendra, mais il a quand même fait sortir nos 2 milieux dès la mi-temps. C'était quand même un choix fort, mais je pense que Camara est pas revenu complètement à 100%. Donc après ce but, Quentin, il a pu se passer grand-chose. Balogun va avoir une grosse situation, un peu à l'instar d'un Embolo cette semaine, qui va rater et qui de toute façon aurait été rappelé pour hors-jeu. Et les Havrais vont égaliser. Alors, au bout du bout, c'est un peu contre le cours du jeu, parce qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, ils n'avaient pas produit grand-chose. Mais ils y étaient depuis 5 minutes, là. Depuis 5 minutes, ils étaient quand même pas mal derrière dans notre camp, donc effectivement.
Ça vient Surtout que récompenser Monaco, un quand temps même, fort de leur part. était un peu en train de s'endormir doucement et on commençait à concéder quelques coups francs, quelques corners, et donc, ouais, 30e minute, c'est l'égalisation à Vraise. Bon, qu'est-ce qu'il y a particulièrement à dire sur ce but? Est-ce que Keun peut faire mieux? Est-ce que le défenseur, enfin, en tout cas, la défense peut sortir plus vite sur lui aussi? Ouais, je pense que oui. Après, il la joue très bien. Il fait vraiment une très bonne déviation au niveau de son contrôle, ce qui permet d'éliminer déjà le joueur en face de lui et qui permet de frapper. Il met un très bel extérieur. Enfin, alors, il y a plein de gens j'ai vu plein de gens tomber sur Keun, comme quoi, bah ouais, il arrête jamais rien. Mais enfin, faut dire aussi que pendant cette mi-temps, il n'y a eu aucun arrêt de aucun gardien. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est effectivement, bah, en face aussi, on n'avait pas un champion hein, au niveau gardien, on va pas se cacher. Mais bon, la balle était très bien placée. Faut se dire qu'aussi des frappes comme ça, placées comme ça, c'est très difficile à aller chercher. Donc voilà, un peu dommage du coup de prendre ce but-là. Effectivement, on peut plus en vouloir aux joueurs qui l'ont laissé l'espace pour tirer et pour mettre ce but, sachant que Kouzaïev c'est pas un joueur qui marque beaucoup. Mais bon, ouais, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, on se dit que c'est pas une équipe qui devrait nous poser de problème et pourtant elle nous en pose. Et ça nous a pas fait un électrochoc plus que ça dans cette mi-temps puisque finalement on ne à part alors je sais pas si tu faisais référence à cette occasion, mais en tout cas à part l'occasion de Balogun où Non, il l'a c'en est une deuxième, ouais, celle-là. c'en est une deuxième, Celle-là, donc ouais, c'est pour ça. le coup, il Elle est était hors pas jeu, hors mais jeu. le but aurait été validé. Donc celle-là, elle est quand même beaucoup plus dommageable. Alors on va y revenir sur Oui. Balogun. Il a enfin ouvert son compteur, il a fait quelques bonnes choses. Mais cette action-là, là, pour le coup, il est en plus excessivement bien servi par Ileni Kena. Il est parfaitement en position, il n'est pas en déséquilibre, le ballon n'est pas derrière lui, il n'y a pas de défenseur. Ça doit se mettre au fond, ça, c'est pas possible, quoi. Ouais, puis elle est touchée, retouchée, la barre. Enfin, en vrai, je me dis que c'est quand même pas de chance, quoi. C'est vrai qu'il a un facteur malchance, on sait, hein, avec lui. Mais là, on commence quand même à se poser la question. Moi, je me dis que mon pari va être validé, pas de neuf vont marquer, etc. Ce sera peut-être Ileni-Kena qui sauvera la mise. Et d'ailleurs, ouais, c'était une passe d'Ileni-Kena et c'est vrai qu'ils se trouvaient bien les deux. C'est vrai que la plupart du temps, on voit beaucoup de complémentarité entre les deux joueurs. Et on le verra aussi quand Folarin va marquer. C'est sûr qu'on va voir la passe D aussi de Ileni-Kena. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas les deux qui combinent pas mal. Enfin moi, en tout cas, si on pouvait mettre un j'aime depuis ce début de saison, ce serait là-dessus aussi pour les deux. Après, voilà, est-ce qu'ils seront amenés encore à être titularisés à nouveau à deux? On verra. Je sais pas, moi, je suis pas fan. Moi, je préfère le 4-2-3-1. Donc, voilà. C'est vrai, tu réclamais un 4-2-3-1 à la mi-temps, du coup, ouais. Ouais, en plus, oui. Même, j'aurais préféré qu'ils ne sortent ou que Magassa ou que Camara, plutôt Magassa quand même, pour faire rentrer, pourquoi pas, évidemment Zakaria, mais également Ben Seguir. Mais ouais, j'aurais plutôt sorti un de nos deux attaquants. Je reste persuadé que notre force numéro 1, c'est notre milieu de terrain. Particulièrement nos milieux offensifs. Donc j'aime bien quand on en a 3 là sur les 5 qui sont sur le terrain. Donc voilà, au bout du bout, le fait de rester à 2 ne nous a pas fait trop mal, mais j'aurais bien aimé voir un des deux sortir. Après, ça aurait peut-être été un petit peu dur pour eux, parce qu'aucun n'avait vraiment été mauvais sur cette mi-temps, et clairement, tu sentais qu'il y avait un peu plus de difficultés à d'autres endroits, donc on peut tout de suite y aller justement sur cette seconde mi-temps, et donc ces deux changements d'entrée, Quentin, qui font en tout cas beaucoup de bien à nous, parce que moi déjà je les appelais titulaires, hein, que ce soit Zakaria et Ben Seguir, ou en tout cas Zakaria et Ben Seguir ou Akliouche. Malheureusement, c'est les Havrais qui vont quand même se procurer la première grosse occasion de cette seconde mi-temps. Et quelle occasion, Quentin, parce que clairement, ça fait quand même partie des buts, moi, que je trouve ridicule de refuser. Mais bon, la règle est la règle, la ligne est la ligne. Mais bon, là, on est quand même à la... Là, bon, voilà. Moi, encore une fois, je suis un pro-VAR. Je trouve que globalement, ça apporte beaucoup de bonnes choses. Mais ces hors-jeux-là, jugés à la double ligne, me pose quand même sérieusement
des problèmes, sans parler du fait de la technologie, de est-ce que à quel moment réellement le ballon quitte le ballon quitte le pied. C'est pas tant ça mon problème, c'est surtout que tu fais arrêt sur image et tu vous dis il est sur la même ligne et tu laisses jouer. Après tant mieux pour nous, mais très clairement on s'en sort excessivement bien sur ce coup-là. Ouais, bah, c'est un éternel débat. Moi, je suis bien content juste quand ça nous arrive ou quand ça nous arrive pas. C'est les deux. Évidemment. De toute façon, tant qu'il y a un truc, au moins c'est carré, il est derrière ou pas. Et bah pour le coup, même si c'est à peu de choses, bah il est quand même derrière. Et donc du coup, bah c'est refusé. Et pour le coup, on a pas mal de chance à ce niveau-là depuis le début de saison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait encaissé 0 but dans le jeu, parce que en fait, on s'était pris qu'un péno jusque-là. Et donc en Ligue 1, j'entends. Et donc du coup, ouais, on avait pas mal de buts refusés, notamment avec Lens, notamment même avec Saint-Etienne, je crois. Je sais plus exactement, mais ça me parle pas mal. Là, depuis le début de la saison, on a pas mal de buts refusés sur hors-jeu. Alors, légitime, effectivement, à chaque fois à 100%, mais après, on peut se dire à quelques millimètres, quelques centimètres près à chaque fois. Bon. On prend en tout cas, et ça a le mérite au moins de réveiller l'équipe, parce que c'est vrai même en 4 minutes, bah moi j'ai vu direct le changement, effectivement, un Zakaria qui rentre, un Ben Seguir qui rentre, ça se voit sur le terrain, et c'était un peu dommage de se prendre ce but directement, sachant qu'on était aussi bien re-rentré dans la partie. Et il y avait vraiment eu 2 minutes, parce que c'était à la 47e. Donc, oui, c'est sûr, mais bon. C'était quand même pas passé grand-chose. Mais par contre, à partir de là, clairement, le match va changer. Monaco va beaucoup plus se projeter vers l'avant, va se procurer beaucoup plus de situations. Et ça va être très rapide, puisque dès la 49e, donc à la fin en fait de la vidéo, énième énorme situation gâchée par Balogun. Bien servi par Jordan Tézé, qui jusque-là je l'avais trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, fantomatique. Là pour le coup il fait le bon geste, le bon centre, mais malheureusement Balogun qui encore une fois n'arrive pas à trouver le cadre. C'était pas évident non plus à la mettre. Je pense qu'il était plutôt heureux déjà de pouvoir la tirer, parce que c'est vrai qu'il arrivait assez vite. Et le défenseur était bien placé, mais après, bon, c'est pas le genre de ballon, moi, que je m'attendais à voir être mis au fond. Et surtout quand t'es excentré comme ça. Mais après, à noter, oui, la bonne et la seule incursion de Tézé offensivement, effectivement. Oui. Je trouve quand même qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Après, il va finir par le mettre, son but, donc on peut espérer que ça va libérer quelque chose, mais donc voilà, Monaco après va globalement dominer, et c'est Ben Seguir, malgré tout, on marque sur un exploit personnel, sur un coup de génie. C'est pas une action vraiment extrêmement construite, de base c'est quand même une perte de balle. Non. De base c'est quand même une perte de balle un peu bête de Wilfried Singo. Qui se rattrape parfaitement bien en récupérant sa propre connerie. Et là, par contre, il se projette à la perfection, et il trouve Ben Seguir qui ensuite fait une Golovin. Mais bon, maintenant, on va... une spéciale, c'est une Ben Seguir. Une Ben Seguir. Fait une Ben Seguir aussi. C'est ça spécial, ouais. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il la place très bien, et c'est vraiment, on est bien heureux que ça rentre, effectivement. Le gardien qui peut rien faire. Et ouais, bah alors c'est le jeu aussi, je trouve. Tu vois, les récupérations hautes, voilà, toute proportion gardée, mais en tout cas les récupérations de balles et les 2-3 passes qui suivent sont primordiales, en tout cas souvent pour marquer des buts, et quand tu presses. Après là, il y a qu'une passe, voilà, donc effectivement c'est le cas. Mais après effectivement c'était le Havre qui menait, qui amorçait en tout cas une contre-attaque, et qui a été pris vraiment en direct par Singo, qui s'est bien rattrapé effectivement. C'est vrai qu'après derrière il va pas débloquer non plus une situation offensive très nette. C'est juste que Ben Seguir se l'amène très bien, et surtout se donne un très bel angle de frappe, et elle est même pas très puissante cette frappe, elle est juste très bien placée, et c'est impeccable. Et Ben Seguir donc qui donne raison ou pas d'ailleurs à 8h pour l'avoir fait rentrer du coup à la mi-temps. Et du coup qui vient nous débloquer cette situation un peu fâcheuse, et voilà, un Monaco qui vient quand même à partir de ce moment-là commencer une très grosse phase
on va dire d'avantage, enfin comment dire, on va pas voir le Havre en fait, voilà, de domination pendant une demi-heure quasiment jusqu'à aller à la fin du match où ils vont reprendre un peu le ballon parce qu'on gère. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, on continue dès l'entame à mettre la pression et puis c'est Folarin Balogun qui va enfoncer le clou. Ouais, là pour le coup, on est vraiment sur une vraie belle récupération haute de Zakaria à la limite de la faute, mais dans la règle. Il lui passe devant et c'est plutôt le Havrais qui vient mettre son pied sous le pied de notre milieu suisse. La récupération est belle, en plus elle est tout de suite dans les pieds d'Ileni Kena qui joue en première intention vers Balogun, là à peu près au point de pénalty, seul face au but. Alléluia, le chemin défilé, ça lui fait son premier but de la saison, il m'en manque plus que 17 pour valider le pronostic meilleur buteur. Il y a encore un petit peu de chemin, mais au-delà du but, on peut surtout espérer que ça va débloquer quelque chose et que on va avoir le Balogun qu'on attend depuis qu'il est arrivé ou presque, parce que ses débuts avaient été plutôt pas mal, mais derrière c'est vrai que ça avait été quand même déception sur déception. Là son but il l'a, la finition est belle, en tout cas, elle est limpide. Voilà, Monaco. Moi j'avais un peu peur, je t'avoue. Quand je vois la balle arriver sur son pied en une touche comme ça, je me suis dit oula, donc où ça va finir cette histoire. C'est vrai on était habitué à qu'il loupe pire que ça, quoi. Et c'est vrai que la finition est magnifique là, et voilà, il y a rien à dire, c'est parfait. C'est ça. Derrière Monaco, tu le disais, on va plutôt continuer à dominer. Il y a la rentrée de Dakliouche qui va ajouter encore un peu de qui a ajouté encore plus de maîtrise globale dans le jeu. Globalement, pour les Havrais, il va y avoir ce long ballon en profondeur et cette sortie un peu kamikaze de Philippe Keun, qui a eu la bonne idée quand même de pas arracher le joueur. Mais c'est pas de sa faute, hein. Si lui il voulait, et je suis d'accord avec les commentateurs de DAZN, là, si Casimir voulait, je pense qu'il tombait, hein. Et franchement, je pense qu'il s'en veut rien que pour ça à la fin de l'action, parce que en fait, il doit clairement tomber, quoi. Et il prend en rouge. Enfin, le match est totalement différent. Et d'ailleurs, je crois que c'est avant le but. C'est avant 2-1. Je sais plus. C'est possible. Regarder. Ouais, c'est fort possible. Et c'est pour ça, je me pose la question. Je me dis, on a vraiment. Enfin, à ce moment-là, au moment où cette occasion arrive, je me dis qu'on a vraiment eu chaud, quoi. Genre, ça aurait pu vraiment tourner très mal. Et j'aurais préféré, c'était avant le but. J'aurais préféré vraiment qu'il se passe. En fait, j'aurais préféré vraiment. J'ai préféré qu'il se passe cette action-là et qu'il y ait corner, plutôt qu'un rouge un peu fâcheux et qui nous permet, qui nous fait qu'on joue à 10 et qu'on doit courir après le score parce que en plus on s'en prend un, ou alors qu'on doit en mettre un parce qu'on doit gagner quand même contre cette équipe. Enfin bon, clairement. Puis on n'a pas de goal après derrière. Il se prend un rouge. On va aligner Liénard du coup. Oui, bref, il y a un scénario dans un match comme ça où t'es pas trop mis en danger, où derrière tu joues Montpellier qui risque de pas non plus de trop mettre en danger. Après, oui, est-ce que l'attaquant aurait pu venir s'emplâtrer dans Keun? Peut-être, mais il aurait dû quand même changer sa trajectoire de course pour. Donc c'est pas si évident que ça. S'il se laisse tomber, en l'occurrence, il est pas touché, donc il y aurait pas eu de faute sifflée, il y aurait rien eu. Après, oui, Keun, sa sortie, et elle ressemble un peu à celle qu'il a fait cette semaine contre le Barça, sauf que contre le Barça, il a pris le ballon et il a sauvé quelque chose. Là, bon, il a eu le mérite au moins de faire un peu peur à l'attaquant Havrais qui, du coup, a dû trop s'excentrer et derrière a été contré par Jordan Tézé. Il y avait également encore Singo sur le repli. Bon, voilà, c'est une sortie un peu folle, mais bon, je sais pas, j'ai lu beaucoup de trucs pareils de négatifs sur ça. Je trouve qu'on en fait beaucoup pour pas grand chose. Au final, il se passe rien, et il touche pas le joueur se retrouve en mauvaise position. Voilà, on passe à autre chose. Et puis Keun qui nous fait quand même pas mal de sorties là depuis. Je sais pas si c'est une consigne ou quoi, mais il couvre beaucoup la profondeur. Il a toujours fait, mais du coup j'avais oublié depuis qu'il y avait Majeki, on voyait plus trop ça. Non. Et ouais. Peut-être que du coup. C'était une des choses qui faisait plutôt bien, justement, ça, de sortir, et c'était sur d'autres trucs qu'il était beaucoup moins à l'aise. Pour l'instant, voilà, malgré tout, ça fait son 6e match, il nous a toujours pas fait de conneries.
Je milite toujours pour un retour de Majeki titulaire quand il reviendra, donc a priori vers la mi-octobre. Mais à l'heure actuelle, Keun nous fait un bon début de saison, je le dis et je le redis. Et c'est pas les 2 matchs de la semaine qui me font changer d'avis sur ça. Et alors que l'année dernière, j'étais évidemment un des premiers à vouloir le changer. J'étais un des premiers à aimer ce qu'avait fait Majeki, mais il faut aussi savoir dire quand des joueurs font mieux. Et en l'occurrence, Keun fait mieux. Donc pour le moment, écoute, il nous a pas coûté cher et il a fait 2-3 aussi arrêts importants parce que pareil, du coup, je me suis refait un peu Saint-Etienne et oui, parce que c'est dont on parlait avec Damien la semaine dernière et oui, contre Saint-Etienne, il fait plusieurs arrêts très importants. La fin de match, bon, il se passe pas grand-chose. Le Havre va avoir quelques situations, mais sans réellement inquiéter l'équipe de Monaco. Et pareil, Monaco. Est-ce que tu as vraiment en tête des grosses situations? Il y a Ileni Kena qui a une grosse occasion. Il y a un hors-jeu un peu bizarre sifflé. Bon, au final, il y avait pas du tout hors-jeu. Bon, de toute façon, sa frappe était non cadrée. Ben Seguir tente sa chance de loin. Bon, voilà. Globalement, le match n'a pas été de toute façon très intéressant. Et donc voilà, Monaco s'impose 3-1. Monaco est en tête. En tout cas, à égalité de points, parce que le goal average est un peu en dessous du celui du PSG, parce qu'on a plus 8. Le PSG quand même a plus 13. C'est vrai qu'avec la grosse branlée qu'ils avaient mis à Montpellier, forcément ça aide un peu. Et donc Marseille, voilà, ce soir se déplace à Lyon. Bon, pour une fois, est-ce qu'on peut dire qu'on est pour les Lyonnais? Ça me fait quand même mal au cœur de dire ça. Un petit nul sympa. Ouais, voilà. Avec des bagarres et tout, enfin. Parce qu'il faut quand même pas, parce qu'une victoire de Lyon quand même, non, enfin c'est non. Je peux pas vouloir une victoire de Lyon, à part si c'est en fin de saison et que ça nous arrange beaucoup, mais là, il est encore trop tôt pour espérer une victoire lyonnaise. On a toujours meilleure défense, d'ailleurs, toujours meilleure défense de Ligue 1, co-meilleure défense avec Lens, du coup. Mais bon, Lens ne marque jamais de but, donc voilà. Mais du coup, Lens, on est fait un partout hier, Lens n'arrive pas à se lancer dans sa saison, donc effectivement, ça va être compliqué déjà pour eux. Mais bon, ils sont solides et nous aussi, pour l'instant en tout cas, même si on prend des buts comme ça. C'est vrai que faut continuer dans cette lancée-là. Et puis avec Montpellier, je pense qu'on aura moyen de ne pas encaisser, ou en tout cas pas beaucoup. Le petit débat rapide, alors on n'en a pas parlé, mais là je me dis justement, après cette rencontre, est-ce que, moi tout à l'heure j'ai déjà donné un petit peu mon avis, mais du coup c'est pour avoir aussi le tien. Est-ce que tu as envie de continuer à avoir une attaque à 2? C'est une bonne question. C'est vrai que la plupart du temps, on était habitué à une attaque à 2, surtout avec un Ben Yedder qui était esselé assez, qu'on disait à chaque fois tout seul, pas capable de marquer ou de créer des occasions. Avec un Mbolo aussi, il y a que depuis Mbolo en fait qu'on joue vraiment à une pointe des fois où on se dit c'est le seul qui peut être capable de jouer en pivot, en relance, et voilà, enfin pas en relance, en point d'appui un peu, voilà. Donc avec ce gabarit et surtout cette force physique qui permet aussi de grappiller des fautes assez haut sur le terrain. Mais maintenant qu'on a des joueurs de profondeur comme j'espère en tout cas Ileni Kena, parce que pour l'instant il nous a pas mal montré ça, et notamment contre le Barça, et un Balogun aussi qui sait prendre pas mal de vitesse certains joueurs. On l'a pas mal vu aussi aller sur les côtés. Voilà. Moi, en fait, le problème avec ça, c'est du coup qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants, et je ne vois pas en fait jouer à 2 pointes toute la saison déjà, et peut-être ponctuellement comme ce genre de match. Mais c'est vrai qu'avec 3 attaquants, c'est compliqué de jouer à ce niveau-là. Ou alors, il faudra faire monter des joueurs comme Ben Seguir, comme Minamino dans une fausse pointe ou dans une pointe un peu reculée. Mais ce qui revient au final à faire un 3-1 en attaque, quoi. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'on a l'effectif, et je suis d'accord avec toi, pour faire du 4-2-3-1, et on n'a pas trop l'effectif pour remettre un 4-4-2 comme on a vu cet après-midi. Malheureusement, je pense que on y sera de plus en plus
Tenu parce que forcément on a des neufs qui doivent se mettre en lumière, quoi. Il faut qu'ils marquent au bout d'un moment, et puis si Mbolo n'y arrive pas, si Balogun n'y Ils arrive ont pas, commencé si à le Mikel n'y faire. arrive pas. Alors là maintenant ils y arrivent, et du coup peut-être qu'ils vont être de plus en plus importants sur la feuille de match et être alignés aussi. Je sais pas, faut voir un peu comment sont les adversaires aussi, parce que forcément ils vont pas tous jouer la profondeur comme enfin ils vont pas tous être capables en tout cas de défendre haut, et donc nous de jouer la profondeur. Mais c'est vrai qu'un Mbolo pour un match contre une équipe un peu plus assis défensivement, peut-être que ce serait plus intéressant, quoi. Mais non, je suis assez d'accord avec toi pour le fait qu'il faut rester en 1 à une pointe. Sans parler de Mbolo ou Balogun, je préfère jouer à une pointe, et je préfère que cette solution de 2 attaquants soit un peu la manière dont on termine les matchs, ou en tout cas dont on termine certains matchs contre des défenses un peu plus fatiguées. Je trouve que là, ça peut faire un peu de bien, et malgré tout, là on l'a vu, contre Barcelone, c'est sur la fin que ça a fait du bien. Le but de notre neuf arrive également sur une deuxième partie de match. Je pense que justement avoir Minamino dans ce poste de numéro 10 ou Golovin, je pense que c'est un des deux, ça te fait quand même, en tout cas si c'est Minamino, un deuxième faux attaquant. Donc moi je trouve ça plus intéressant, et vraiment garder cette solution de deuxième pointe pour des fins de match, et pour aller chercher des résultats. Mais voilà, je pense vraiment qu'on doit continuer avec ce 4-2-3-1, et ça doit être la norme. Après, avoir Golovin où il va être utilisé le plus, parce que c'est vrai que là quand même ça fait 2 fois à chaque fois que à la mi-temps il prend ce poste de numéro 8 à côté de Zakaria, et qu'à chaque fois c'est plutôt pas mal, parce que on va pouvoir maintenant passer au prestat individuel. Et donc justement les tops et les flops. Les tops, Quentin, on avait le même tous les deux, et je vais te laisser en parler. Ouais, moi je trouve que le meilleur joueur du match c'était Wilfried Singo, pour la simple et bonne raison déjà que il est décisif pour le but de Ben Seguir, et surtout que déjà ce but même si il perd la balle, et voilà, derrière c'est lui qui rattrape bien son erreur et qui permet à Ben Seguir de marquer. Et aussi derrière pour la prestation complète dans ce match, qui est une assise défensive encore une fois. On sait que c'est notre meilleur défenseur, et il revient vraiment pour postuler à ce titre-là. Donc en défense centrale, il est aussi bon en tout cas qu'il a pu l'être cette semaine contre le Barça. Et au niveau des duels, au niveau des courses, c'est toujours un joueur vraiment assez impressionnant. Et on l'a vu même à la fin du match où il doit garder une balle, et au final il va finir jusque dans la surface adverse. Donc sachant qu'il joue central, c'est assez intéressant. Mais ouais, beaucoup de tacs, beaucoup d'interceptions décisives, et il est omniprésent, quoi, dans le jeu, on le voit tout le temps. Ouais. Et donc voilà. Donc ouais, c'est très important d'avoir ce joueur, et puis ça fait du bien en tout cas d'avoir ce type de joueur en défense. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est le seul qui a été bon sur les 2 mi-temps. Parce que je parlais de Golovin, et Golovin, c'est vrai, fait une première mi-temps très décevante, et par contre bien mieux en deuxième. Singo a plutôt tenu la baraque quand même en première mi-temps. Il est vraiment impressionnant physiquement. Moi, je suis très content, parce que je commençais un petit peu à avoir peur là. On l'avait pas trop eu titulaire. Ça commençait un petit peu à oublier quand même que ça avait été un de nos meilleurs joueurs de la saison dernière. Là, voilà, je pense qu'il a remis tout le monde d'accord, et j'espère surtout que il a remis Hutter dans le bon chemin, entre sa prestation de jeudi, où pour moi il est le meilleur joueur jeudi soir, et sa prestation du jour. Voilà, Singo, titulaire indiscutable. J'ai malgré tout une petite préférence pour le voir latéral droit, parce que j'aime beaucoup notre défense centrale, Salisu Kerrer. Je trouve qu'elle est très complémentaire. Et 2, je préfère le voir également sur le côté, puisque même si c'est pas sa grande spécialité, le jeu offensif, comme tu l'as dit, il est capable quand même aussi de faire quelques
quelques déboulés offensifs et il est tellement impressionnant physiquement, il dégage une telle puissance que je trouve que c'est un peu plus intéressant que ça vienne de son côté droit. Après, voilà, ça pose le problème avec Vanderson, mais pour le coup, c'est plutôt un problème assez agréable à avoir, parce qu'en plus, c'est vrai que Vanderson fait un excellent début de saison, en tout cas fait un bon début de saison, lui aussi. Donc moi, mon top, c'est Zakaria, voilà, rapidement, le patron qui est rentré à la mi-temps. On parlait de très bons joueurs l'année dernière, lui, clairement, c'est le meilleur joueur du début de saison. Encore une fois, son entrée a changé énormément de choses. Il a récupéré son brassard de capitaine, et c'est un vrai capitaine. Tu sens que vraiment, il pèse sur ses coéquipiers, il apporte beaucoup plus de sérénité, il est très intéressant évidemment, ballon au pied, il pose bien le jeu, il perd pas beaucoup de ballons, et puis en plus il y a cette récupération haute sur le 3e but, le but qui permet définitivement d'être serein pour la victoire. Donc voilà, patron Zakaria, et le moins possible sur le banc. Voilà. Encore une fois, faire tourner, oui, mais je pense qu'il est capable d'enchaîner. J'espère en tout cas qu'il sera capable d'enchaîner et de nous faire un peu ce qu'avait pu faire Fabinho, à savoir jouer quasiment tous les matchs. Et c'est quand même plutôt utile d'avoir ce genre de joueur bon et en plus capable d'enchaîner. Donc j'espère que ça sera le cas. En tout cas, pour le moment, c'est un début de saison pas loin d'être parfait pour le milieu de terrain suisse. En espérant qu'il se blesse pas. Ah oui, ça c'est un joueur qui est sujet aux blessures, on le sait. Et ouais. Un peu, qui est sujet aux blessures et qui est sujet aux suspensions, mais pour l'instant... On n'a pas eu de carton jaune ce match, sauf Magassa, du coup, ça fait une belle transition. C'est pour ça, les flops. Le flop, enfin ton flop, et que c'était également mon flop, donc Sungutu Magassa. Bon, ça n'a pas été catastrophique, on va dire qu'il paye un peu la première mi-temps pas bonne et sa sortie, donc il ressort un peu plus que les autres, même si encore une fois sur cette première mi-temps, très honnêtement, à part Singo, il n'y avait pas grand monde à ressortir, moi je trouve. Ouais, et puis tout à l'heure je disais que Camara payait un peu le schéma, etc. Mais je trouve que pour le coup, il n'avait pas sa place du tout en tant que titulaire dans ce match. Et notamment, on l'a vu dès que Zakaria est entré, et c'est pas au fait de Golovin qui a été replacé ou de quoi que ce soit, c'est juste Zakaria qui fait du Zakaria, et donc voilà. Donc à partir du moment où tu es un joueur qui est beaucoup moins bon que le mec qui te remplace, forcément tu ressors beaucoup, et puis on voit la différence surtout. Et ouais, ça a été clairement le jour et la nuit avec Zakaria, et moi j'ai vu aussi un joueur qui était pas hyper serein, balle au pied, qui a perdu certains ballons. Et que même Camara, je le voyais mieux, en fait, je le voyais plus se couper les lignes de passe, il a anticipé, faire un peu de pressing, tout ça. Magassa, c'était plus peu reculé et plus dans on va dire le contrôle, mais bon, un contrôle un peu faible, et en plus il subit quelques fautes, il fait des fautes un peu bêtes aussi, donc il prend ce jaune comme j'ai dit, et il touche pas énormément de ballons pour un milieu, donc j'ai trouvé vraiment que c'était pas le bon choix, et heureusement que Hutter l'a remplacé du coup à la mi-temps. Ouais, mais Hutter avait pris le risque de mettre parce que c'est vrai qu'on oublie, mais Camara est extrêmement jeune également, oui. Donc il avait fait le choix quand même de mettre les deux jeunes ensemble. Et c'est peut-être un peu compliqué, voilà. Quand Magassa avait été à côté de Zakaria, ça s'était très bien passé. Camara à côté de Zakaria, ça se passe très bien. Alors évidemment, il y a un dénominateur commun. Mais peut-être que mettre Golovin, si tu veux vraiment ne pas faire jouer Zakaria, ce qui va forcément arriver dans la saison malgré tout, plutôt mettre un des deux jeunes, mais avec Golovin, du coup, pour avoir un joueur quand même avec un peu plus d'expérience à côté. En tout cas, voilà, les deux ont été changés à la mi-temps. Alors après, moi, Camara, c'est pas mon flop. Moi, mon flop, c'est pour le coup un joueur qui, lui, a joué l'intégralité du match et qui, je trouve, n'a pas été bon en première mi-temps, mais un peu comme tout le monde, mais qui n'a pas non plus fait une grande deuxième mi-temps. Et c'est donc Caio Henrique. Alors, c'est pas Jordan Taizé, parce qu'il est un peu sauvé par son but, parce que sinon, il aurait pu également postuler. Mais ouais, Caio, un petit peu décevant, voilà. Il manque peut-être un peu de rythme, son début de saison est un peu bizarre, un coup titulaire, un coup pas titulaire, un coup je rentre, mais je rentre plus à un poste offensif. Donc même les coups de pied arrêtés, ça n'a pas été excellemment bien tiré, alors qu'on sait quand même que c'est un de ses
ses gros points forts. Donc voilà, Caio, je trouve que c'est le joueur qui, sur l'intégralité du match, a fait le moins de bonnes choses. Donc c'est en ça que c'est mon flop. Moi j'ai 3 trucs à dire. D'autres joueurs. Ouais, j'ai 3 trucs à dire pour réagir à ce que tu as dit. J'avais pas vu qu'effectivement Camara était plus jeune que Magassa, ce qui est quand même assez intéressant. Oui. C'est un 2004. Oui. C'est quand même la maturité comme quoi de certains joueurs. En tout cas, les compétences qu'ils peuvent avoir sur le terrain sont pas les mêmes. Et ouais, donc Caio, moi je suis pas hyper d'accord avec ça, même si effectivement je suis assez d'accord sur le fait que les coups de pied arrêtés étaient pas très disons c'est pas qu'ils étaient pas bien tirés, c'est juste qu'on n'a pas su bien les jouer clairement, et on en a eu énormément de corners, énormément de coups francs, mais au final ça a jamais rien donné, et donc ça fait partie aussi des capacités de Camara et de Golovin aussi d'ailleurs, et de Caio notamment qui en a tiré quelques-uns. Et bon, il a été quand même assez, je trouve, intéressant. Caio, là, il sait faire pas mal de feintes. Techniquement, c'est très bon. Il va pas beaucoup perdre de balles. Mais c'est vrai que bon, il n'a pas été non plus décisif. Et pour Thésée, du coup, c'est ça que tu parlais aussi. Alors, moi, effectivement, j'étais vraiment dans l'optique au début de... Voilà, il a marqué quand même. Il a gagné beaucoup de duels. C'est vrai qu'à chaque fois on le voit avec la balle, en général, il la perd pas, ou en tout cas, il arrive à faire des différences. Mais en fait, il va jamais se projeter, sauf pendant le but ou pendant la passe qu'il a fait là. Et bon, je sais pas si c'était une consigne ou quoi, mais c'est vrai que il se projetait, mais en même temps, il était haut en défense et les ballons passaient derrière lui. Et c'est vrai qu'il couvrait parfois certaines lignes. Il aurait pu couvrir le hors-jeu sur le but refusé. Et en fait, il aurait pu nous coûter des buts. Et c'est en cela qu'effectivement, il n'a pas fait un bon match à ce niveau-là. Et non, je trouve que c'était dommage, en fait, effectivement, il marque tout ça et ça passe complètement au-delà de sa prestation. Et je suis convaincu qu'il va avoir une plutôt bonne note dans des médias ou quoi. Voilà, j'ai pas été regardé, mais voilà. Et pourtant, il n'a pas été super bon, et il y a pas mal de ballons qui passaient derrière lui, même si Le Havre a pas beaucoup attaqué au final. A attaqué que à gauche au final, quasiment. Plus à gauche. Mais ouais, donc voilà. Bon, c'est pas un flop évidemment, mais c'est vrai qu'on aimerait plutôt voir un autre joueur à droite là, et tu l'as bien souligné tout à l'heure. Ouais, non, mais ouais, pour moi, vraiment, les deux latéraux, parce que si ce match-là, tu finis par pas le gagner, très clairement, tu leur tombes dessus un peu plus, et ils n'ont absolument pas pesé enfin, évidemment, Thésée, encore une fois, marque, mais bon... pour moi, le premier but, c'est Minamino, quoi. Hein. Oui, voilà. Le premier but, c'est vraiment que Minamino, et d'ailleurs, il n'a pas fait un énorme match aussi, lui non plus, on l'a pas vu beaucoup, mais quand on le voit, et quand on le voit surtout dans l'axe, face au but, on sait que c'est un joueur qui est très dangereux, et il nous l'a prouvé encore aujourd'hui. Non, Minamino a pas non plus été exceptionnel, mais bon, voilà. De toute façon, encore une fois, le match pendant quasiment une heure a pas été très bon, et c'est vraiment... les entrées de Benseghir, Akliouche et Zakaria qui ont permis à l'équipe de retrouver une cohérence défensive et offensive qui nous ont fait beaucoup de bien. Et puis il y a quand même cet exploit de Benseghir qui permet de faire le plus difficile en reprenant le score. Donc c'est pas un très bon match. Ça aurait pu être un top lui aussi, hein, d'ailleurs. Oui, au même titre que Zakaria, forcément, avec ce qu'il nous sort, c'est clair que lui, ça peut être carrément un top. On est d'accord. De toute façon, globalement, les entrants, enfin en tout cas, ces trois-là, sont plutôt des tops. Après, bon, rapidement, tu l'as dit, Matarazzo est rentré, bon, voilà. Et Crépin Diatta, quand même, hein, c'était son retour. Lui, pour le coup, autant Matarazzo, on peut penser que on va pas trop le voir, autant Crépin, quand même, l'année dernière, il avait eu son petit rôle, il avait fait quelques prestations plutôt pas mal, c'était certainement sa meilleure saison au club. Il est rentré, latéral droit, bon, visiblement, ça va devenir son poste, hein. Bon, je pense que on a quand même du monde à droite, puisque là, il manquait Vanderson, mais entre Thésée, Vanderson, Singo, a priori, je pense pas qu'on va le voir énormément. Bon, ça a été compliqué, hein. Il a été pris sur son côté là quand il essaye d'aller tacler le ballon et je me souviens. Ouais, il se bat, hein, mais c'est vrai qu'il était un peu léger là pour ça. Après il revient bien, mais c'est surtout Singo qui couvre bien derrière et qui permet à l'attaque de se stopper. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais Crépin, je pense qu'il est toujours là. On va avoir besoin de lui, ça sera
un joker pour certaines fins de match, voilà. Donc, on verra bien, mais voilà. En tout cas, c'était ses premières minutes cette saison avec le club. D'autres joueurs, est-ce que tu as envie d'en parler? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Notre duo d'attaquants, on en a parlé. Ça a plutôt été... Je trouve que Balogun a fait quelques bonnes choses. Il a ce bon centre en première mi-temps, là où il prend bien son côté. Malheureusement, Camara est bien défendu par le défenseur Havre. Il y a évidemment cet énorme raté. Il y a son but qui, j'espère, va lui faire énormément de bien. Voilà, Ilinikena, pareil. Il y a eu 2-3 bonnes choses. Passe décisive pour Balogun. Il a obtenu quelques fautes aussi. Donc, c'est des joueurs... Dommage des tirs pas cadrés de sa part. C'est vrai qu'on peut s'attendre... Enfin, il va... Au moins, lui, il tente. C'est vrai qu'il aime bien tenter des tirs un peu à l'entrée de la surface, un peu plus loin, en fait, que ses compères, là. Mais c'est vrai même contre le Barcelone, il a loupé une... plutôt intéressante qui était franchement, qui aurait pu être pas mal, et là celle-là aussi qui loupe, alors que voilà, il faut cadrer, quoi. C'est un jeune joueur, hein, encore une fois, donc on l'a pas beaucoup vu, mais en tout cas quand on le voit, effectivement, ça peut faire mouche, donc bon, à surveiller aussi, un joueur qui a gagné sa place de titulaire finalement en marquant cette semaine. Il y a des choses intéressantes, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ça soit pour l'un ou pour l'autre, dans le petit jeu à 3, bah là les deux ont pris une petite avance sur Embolo, qui pourtant partait de base, lui, avec une avance. Et son mauvais début de saison, ça lui coûtait pas encore trop cher, parce que les deux autres étaient pas décisifs. Là, en l'occurrence, les deux l'ont été. Donc maintenant, c'est à Embolo de répondre. Et ça me permet d'avoir cette transition pour les pronos. C'est un 2 sur 3. De toute façon, on savait qu'il y aurait minimum 1 sur 3, parce que toi, tu avais dit... nos numéros 9 ne marquent pas. Adrien avait dit en tout cas, au moins un de numéro 9 marque. En l'occurrence, ça a été Balogun. Et Patrice était parti sur titularisation des deux. Donc, et Ilinikena et Balogun. Donc c'est un 2 sur 3, c'est plutôt pas mal. Et donc les pronos pour le prochain match, c'est Montpellier. Qu'est-ce que tu as envie de pronostiquer donc, pour cette rencontre? Plutôt optimiste ou pessimiste, Quentin? Plutôt optimiste, hein, c'est quand même le match du centenaire, une grande fête. Voilà, on annonce quand même, en général, quand on a une fête, on marque et puis on gagne surtout. Et voilà, moi je vois quand même un match où, malgré le fait que Montpellier est en train de mener 3-2 à Auxerre, c'est ce que tu viens de voir. Auxerre, c'est quand même très très faible, on va pas se cacher. C'est pas non plus l'équipe de la saison, mais Montpellier, c'est vrai qu'en ce moment, et surtout au début de saison, et en vue de ce qui se passe actuellement dans ce club, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre aussi à avoir moins de... quand même, hein. Voilà, et puis ce but là, ce match à 3-2 montre à quel point les deux défenses sont quand même fébriles. Moi je vois un match où effectivement, donc, déjà une victoire, et surtout 3 buts de l'AS Monaco au minimum. Donc voilà, je pense qu'on va scorer, on va marquer, et puis ça va être une bonne soirée de fête. C'est samedi, je crois, samedi soir. Donc j'espère en tout cas, et je vois ce genre de match. Alors, est-ce que ce sera 3-2, est-ce que ce sera 3-1, 3-0, est-ce que ce sera même plus? Je ne sais pas, mais je pense qu'on gagnera, et on leur mettra au moins 3 buts. Ok. Moi, je vais partir sur un buteur. Alors, vu que là, on a eu encore 2 nouveaux buteurs, hein, donc Jordan Tézé et Folarin Balogun, c'est quand même assez impressionnant, parce qu'on marque quand même pas mal de buts depuis le début de saison, et on a Zakaria et Ben Seguir qui sont à 2, mais sinon, tous les autres sont à 1 but derrière. Donc, je pense qu'un nouveau joueur va marquer un but, un joueur qui n'a pas encore marqué. Petit peu plus précis, puisque je pense que Bril Embolo va ouvrir son compteur. Voilà. Oui, c'est vrai que tu te mouilles moins du coup, vu que c'est un numéro 9, mais c'est vrai que du coup il n'a pas marqué encore. Voilà, je pense que Embolo va ouvrir son compteur de but, alors que je suis pas persuadé qu'il va être titulaire en plus, donc c'est vrai. Il est même pas rentré, c'est assez intéressant de le souligner, et je crois que c'est cette saison en tout cas sonne le temps la fin en tout cas des rentrées inutiles des attaquants
à 10 minutes de la fin. En tout cas, on se concentre plus sur le milieu de terrain, la défense, mais en tout cas plus les numéros 9. Et là, clairement, Mbolo en a fait les frais. Balogun en avait fait les frais aussi contre Lyon. Voilà. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, le débrief se termine. Là, on va avoir une petite semaine de récup. Prochain match, donc tu l'as dit, c'est donc samedi prochain. Monaco reçoit une nouvelle fois et reçoit Montpellier. On vous proposera donc un débrief de ce match. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou. Et bisous.